Il faut aller chercher par l'émotion. C'est pas par, oui, mais un jour, en 1976 puis en 1980, si on ne le ressent pas, si on voit pas par où sont passés les gens qui étaient là avant, ça nous touche pas. Quand on ne touche pas quelqu'un au cœur, ça ne deviendra jamais une cause. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Claude, très content. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est impressionnant d'être reçu par le premier ministre en mode balado. Honnêtement, moi, j'ai dit oui tout de suite quand j'ai reçu cette invitation-là. Ben, vous êtes gentille, Marie-Claude. Je commence avec votre bio. Parfait. Hein? Tout le monde vous connaît, là, mais je fais une bio rapide. Vous avez étudié en économie. Oui. Hein? Pas beaucoup de monde qui savent ça. Bon, évidemment, vous avez fait de la politique avec le Parti libéral, avec l'ADQ. Vous avez rencontré Mario Dumont il y a 33 ans, exactement la même durée qu'Isabelle puis moi. Donc, en 1990. C'est un long bail, hein? 33 ans. Je sais pas qui il faut féliciter dans les deux, mais... non, mais quand même, c'est quelque chose. Tough. Les deux, je pense, les deux. On est tough. Oui. Donc, ensuite, vous avez co-animé Deux filles le matin. Après, vous avez eu votre propre émission Marie-Claude. Après ça, vous êtes impliqué dans beaucoup d'organismes, entre autres les Auberges du Cœur. Ouais. Et maintenant, vous êtes rendue productrice. Là. Vous produisez votre balado. Là, puis vous êtes bien meilleur que moi là-dedans. Je veux peut-être commencer par parler un petit peu de politique, mais à haut niveau. Là. D'abord, est-ce que vous vous définiriez comme étant quelqu'un de gauche ou de droite? Quelle drôle de question! Mais moi, je dirais que plus ça va, là, plus je dirais, de centre-gauche. Parce que je m'implique justement beaucoup socialement. Et je vois que les mailles sont pas assez serrées quand on arrive dans le communautaire, quand on arrive dans les organismes qui sont là pour aider les autres. Puis moi, j'aimerais que ma société tire davantage sur les mailles pour qu'il n'y ait plus de trous. Alors moi, c'est pour ça, des fois, je me suis vraiment rapprochée de ces organismes-là. Puis je pense que ça va être... Pour ça va être comme ça le reste de ma vie. Donc, je suis vraiment centre. Mais tu sais, c'est parce qu'au Québec, on est moins. Tu sais, en Europe, c'est plus comme ça. Au Québec, c'est plus difficile à définir. Mais quand même, centre-gauche, je pense que ça pourrait être juste. Puis, je vous ai entendu parler du fait que, il faudrait travailler plus ensemble, les partis politiques. Je vais vous parler un petit peu de la situation aux États-Unis. En tout cas, moi, ça m'inquiète de voir la polarisation entre la gauche démocrate et la droite républicaine. Vous pensez quoi? De ce qu'on voit aux États-Unis, puis est-ce qu'il y a un risque qu'on importe ça ici? Mais M. Legault, tu sais, pendant la pandémie, là, on a vu pour la première fois, je trouve, au Québec, partout dans le monde, mais ça, au Québec, c'est la première fois qu'on sentait la polarisation entre les anti-vaccins. Tu sais, c'est arrivé d'une pandémie, on n'avait pas de contrôle là-dessus, puis, tu sais, on s'était jamais positionné avant, et tout à coup, on était contre quelqu'un qu'on connaissait, on se faisait juger, et là, tout le monde gardait sa position. Moi, j'ai trouvé ça très difficile de m'éloigner de certaines personnes. Et je trouve que, tu sais, les États-Unis, c'est ce qu'ils vivent présentement. Et il n'y a rien de positif dans la polarisation. Quand on reste les deux sur nos positions, surtout quand il y en a une qui est très radicale, et j'ai comme l'impression que ça peut juste apporter des conflits et quelle sera la violence de ces conflits-là. Puis c'est sûr, moi, puis tu sais, on expose les gens à la polarisation. Ça entraîne des gens aussi à se donner raison de défendre des choses qui sont limite défendables pour moi. Quand on parle des droits de la personne, tu sais, des choses fondamentales qu'on a... Tu sais, quand on parle, par exemple, d'avortement, c'est des batailles qui ont été gagnées au fil du temps, sur lesquelles on ne peut, à mon avis, aucunement reculer. Et de voir qu'il y a des choses qui sont remises en cause, puis qu'il y a des gens qui... Si tu te dis, mais on est-tu en 2023? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Est-ce que c'est les sources d'information, tu sais, qu'on critique tant? C'est de la mauvaise information, finalement, quand on lit quelque chose. Tu sais, le cerveau est fait pour voir ce qui est là et ne pas voir ce qui n'est pas là, tu sais. Et je trouve que peu importe quand on parle de sources d'information, quand on est exposé à une ligne de pensée, on dirait que ça vient ancrer et il y a beaucoup de travail qui sont faits pour distorsionner la pensée des gens. Et je ne sais pas où ça va nous mener, mais moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'on voit la montée de la violence. On la sent. Puis on dirait que c'était loin de nous, ça, avant, en Amérique du Nord, la violence.
Oui. Bien, tu sais, vous parlez de l'avortement. Je pense qu'au Québec, en tout cas, c'est encore consensuel là, de dire on ne remet pas ça en question. Mais je reviens à ce que vous disiez tantôt, vous êtes de centre-gauche, il faut aider les gens plus mal pris. Oui. Parfois, au Québec, on met ça en opposition avec l'importance de créer de la richesse, avoir de l'ambition économique, être efficace dans la livraison des services. Est-ce qu'il y a encore lieu est-ce qu'il faut être au centre ou faire attention, justement, de ne pas aller aux extrêmes? Parce que je pense que tout le monde, la grande majorité, veut aider ceux qui sont plus mal pris, mais être contre créer de la richesse, être contre, avoir de l'ambition, c'est un peu spécial. Ben oui, parce que, tu sais, créer de la richesse, là, ça fait peur au monde. C'est comme créer de la richesse pour les gens, c'est créer des riches. Créer de la richesse, c'est pas créer des riches. C'est se donner une sécurité comme société. C'est travailler avec les ressources naturelles qu'on a sur son territoire. C'est les développer. C'est de faire en sorte que nos cerveaux, quand on a des universités incroyables au Québec, que les gens qui en sortent aient ce qu'il faut pour faire la recherche, pour s'avancer, pour être, tu sais, comme au dernier cri de la technologie. Je veux dire, au Québec, on se démarque dans plusieurs... Pour moi, c'est ça, créer de la richesse. Et les gens, tu sais, dès qu'on entend le mot argent, riche, il y a comme quelque chose, là, tout de suite, il y a comme un... Ah, mais ça, les riches, les mots, t'as dit riches, puis si les riches donnaient leur argent, mais, tu sais, moi, je pense, vous êtes bien mieux placé que moi pour le dire, mais je pense que si tous les riches du Québec, puis c'est quoi être riche, ça, c'est une autre question, donnaient leur argent, ce serait pas suffisant. C'est pas ça, c'est pas en fonction des riches qu'on évalue la richesse d'une société, c'est en fonction, moi, je trouve, de la quantité de ceux qui ont besoin des autres. Et comment on arrive à les aider, tu sais, c'est l'iniquité. Et présentement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat. Je pense aussi que la pandémie a ouvert la porte au bénévolat. Je pense que, vous êtes bien placé, je pense que le gouvernement du Québec peut encore en faire plus parce que moi, je travaille avec beaucoup d'organismes, puis je trouve que d'avoir du financement sur 1 an, 2 ans, ça nous permet pas, tu sais, d'avoir une vision. Puis il faut aussi avoir une vision pour ceux qui sont là pour les autres. Et tu sais, pour les autres, tu sais, moi, je m'occupe des autres. Je suis ambassadrice des Auberges du Cœur. J'entends des histoires de parents qui se désengagent, de jeunes qui sont dans la rue, qui deviennent dépendants à la drogue et qui essaient, quand ils arrivent dans les Auberges du Cœur, on essaie de les orienter pour qu'ils s'en sortent. Et des fois, je me dis, on fait tellement d'activités de financement, ce serait le fun aussi de développer des activités davantage pour nos jeunes. Les intervenants le font, mais ils n'ont pas nécessairement les coups des franches. Mais pour moi, c'est ça, une société riche. C'est d'être capable de donner des coups des franches à ceux et celles qui en ont besoin et d'arrêter d'individualiser la richesse. Parce que l'envie, là, ça amène pas loin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, je suis très d'accord avec ça. Ouais. Mais... je vous écoute, là, puis la question que tout le monde doit se poser, est-ce qu'un jour, vous allez faire de la politique? Non. Mais parce que tu sais, là, c'est facile justement parce que je suis pas en politique. Je trouve qu'à la minute qu'on est en politique, probablement qu'il y a 8 personnes, peut-être 8000 qui me critiqueraient, diront, ouais, mais c'est facile à dire. Tu sais, quand on est... Alors moi, je me dis, je fais quand même un travail qui est important, je pense, dans une société, puis tout le monde peut faire ce travail-là. C'est l'implication sociale. C'est apporter des réponses aux gens. C'est être là pour eux. Depuis que je fais de la télé, maintenant, je le fais différemment, mais ça reste mon moteur. Ça a toujours été d'outiller l'autre, d'outiller les gens, de leur dire, voici ce qui est disponible. J'ai fait beaucoup d'émissions avec des gens, des médecins qui étaient là pour parler du système de santé. Et des fois, on n'a pas accès aux médecins. Dire, OK, regarde, t'es gastro-entérologue, c'est difficile d'en voir, mais peux-tu venir dire aux gens à quel moment on doit consulter? C'est quoi une urgence en gastro-entérologie? Parce que ça donne des chemins rapides, ça allume les gens. Et ça, c'est important parce qu'il nous manque du monde dans les hôpitaux. Il nous manque du monde dans les écoles. Tu sais, je veux dire, c'est difficile pour les jeunes. Moi, j'ai des jeunes et j'en dormais pas la nuit. Je me disais, mais comment nos jeunes vont avoir accès à la propriété? Parce que c'est difficile de se mettre de l'argent de côté quand ton loyer te coûte 1500 $ par mois, puis que tu payes, bon, ça j'en parle au premier ministre, beaucoup de taxes sur un paquet d'affaires. Je veux dire, il n'en reste pas beaucoup. Et ça m'inquiète. Tu sais, ça m'inquiète. Mais justement, il ne faut pas... Pour être capable, puis je regarde les organismes communautaires, depuis 5 ans, on a augmenté le financement de 50 %.
faudrait en faire plus. On est tous d'accord, faudrait en faire plus. On aide aussi les gens qui ont de la misère à payer leur loyer. Il faudrait en faire plus. Mais pour en faire plus, il faut créer de la richesse collective. C'est pas en opposition. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que peut-être que créer de la richesse, je me disais, est-ce que c'est un bon terme? Ouais. C'est dans le sens que créer de la richesse, je vous dis, on ferait un vox populi sur la rue, c'est créer des riches. C'est ça. Mais créer de la richesse, c'est diminuer le niveau de comment pauvreté. On devrait appeler ça? Bien, c'est comme si on voulait égaliser. On ne veut pas devenir communiste, mais c'est comme arrêter d'avoir des pauvres. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à ça, mais c'est créer de la richesse, oui, mais pour faire en sorte qu'on n'ait pas de gens qui traînent de la patte, qu'on n'ait pas de gens qui ne soient pas capables de s'offrir 3 repas par jour, qu'on n'ait pas de jeunes dans la rue, qu'il y en a plein qui meurent à cause, qui vont consommer du fentanyl, mais sont d'abord souvent dans la rue, ces gens-là. Ces jeunes-là, moi, je les vois arriver dans les auberges du cœur. Je suis pas tout le temps là, mais quand j'en vois, j'entends des histoires. C'est comme minuit moins une, là, quand ils arrivent. Mais c'est peut-être aussi, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au Québec, mais il ne s'est pas fait grand-chose aux États-Unis. Puis peut-être ça explique la polarisation. Le fait qu'il y a des pauvres qui se sentent exclus, qui ne se sentent pas écoutés par le gouvernement. Donc, de là l'importance d'en faire encore plus au Québec pour rassembler tout le monde. Mais je dois avouer que c'est vrai que votre gouvernement en a fait. Puis moi, je suis porte-parole de La Traversée, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences sexuelles. Et maintenant, ils sont un centre intégré depuis quelques mois et on reçoit des hommes aussi qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, ça, que ce soit reconnu, ça va devenir un centre exemplaire au Québec. Et maintenant, on travaille aussi avec les services policiers. Alors, on a élargi je dis toujours le « on », je m'inclus beaucoup dans les organismes que je chapeaute et je trouve ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des gestes, il faut quand même le dire qu'il y a des gestes qui ont été posés. On avance, mais dans le financement des organismes, je pense que c'est une question dans le temps, dans la durée, de toujours dire est-ce qu'on aura une subvention? Et il y a des gens... le financement à la mission, là, de ne pas être pris à passer de l'énergie à quêter ou aller chercher de l'argent, mais plutôt à donner des services. Il faut sensibiliser la population. Je pense que créer de la richesse, c'est aussi sensibiliser la population à mettre l'épaule à la roue. Puis ça fait du bien. Moi, là, je trouve que, Yvon Deschamps m'avait dit, l'implication bénévole, c'est d'abord pour soi qu'on la fait. Qu'on le fait. Oui, c'est d'abord pour soi. On choisit notre cause. Puis l'implication bénévole, ça vient avec des responsabilités. Ça vient avec un engagement. Et au bout de la ligne, ça vient avec de la fierté. Et pour ça, il faut le faire. Et là, on crée de la richesse aussi avec le capital humain, parce qu'on a un capital humain incroyable au Québec. Change de sujet. Oui. Le français. Bon, je sais que vous avez habité aux États-Unis. Oui, quand j'étais jeune. Vous êtes allé aussi à Rivière-du-Loup, Cacouna. Puis là, vous êtes revenu à Montréal. Comment vous trouvez la situation du français à Montréal? Moi, je trouve ça épouvantable. Ça, c'est... Bon, c'est peut-être pas la bonne réponse à nommer au premier ministre, mais tu sais, je le vois, mettons, si je vais à l'extérieur, si je vais dans Charlevoix, je vais dans Rivière-du-Loup, ou je vais en Gaspésie, à Lorrainville, où mon père, je suis allée là pendant l'été. Mais quand j'arrive à Montréal, là, puis il y a des endroits où tu te fais carrément servir en anglais. Et moi, il n'est pas question que je parle en anglais. Mais si je décidais de parler en anglais, tout se ferait en anglais. Je pourrais faire tout en anglais. Et c'est ce qui m'inquiète, c'est cette notion de « Ah, OK, tu parles français ». Tu sais, c'est comme quasiment surprenant de continuer à parler en français. Puis des fois, il faut que je fasse attention parce que je vais avoir tendance à parler, puis là, je dis non, je suis à Montréal, wow, non. Pour que ça aille plus vite, là, tu sais, c'est mais ça. Mais il faut pas faire ça. Mais non, faut pas faire ça, puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi il y en a qui le font. Je veux dire, moi, là, si je vais à Toronto, je devrais m'attendre à être servant en français, en anglais, par exemple. Si on pense qu'on est au Canada, puis on devrait avoir les 2 langues, mais jamais je vais m'attendre à ce qu'ils me parlent en français. Alors qu'à Montréal, je pense qu'on devrait toujours s'attendre aussi à ce qu'on nous parle en français. Moi, j'ai vécu une situation avec Air Canada. J'avais un vol où on arrêtait à Toronto, parce que, on avait une escale et finalement, on était arrêtés là pendant une nuit. J'étais avec des gens qui venaient de Montréal, donc des gens qui parlaient pas nécessairement l'anglais. Et ils nous offraient pour nous expliquer ce qui se passait, c'était soit en anglais ou en chinois.
Il y a personne qui était capable de parler en français. Puis même à ce jour, je me dis, mais pourquoi j'ai pas porté plainte? J'étais tellement... Tu sais, j'essaie de réorganiser mon voyage, mais il y a des gens qui comprenaient pas, puis là, on leur traduisait, mais je me dis, mais voyons, c'est un vol qui part de Montréal, tu arrives à Toronto, puis t'es pas capable. Alors ça, c'est inexcusable. Je pense qu'on a parlé beaucoup de la situation d'Air Canada, et c'était le temps. Mais je pense que Montréal, tu vas te chercher un café dans un petit café à quelque part, qu'on soit pas capable de dire café, sucre, lait, café, latte. Tu sais, latte, on n'est même pas en... Je trouve ça se peut pas. Au moins, apprenons les mots de base. Comme on apprend les mots de base en anglais, quand un jeune travaille dans un café à Rivière-du-Loup, il va avoir peut-être des anglophones, il va apprendre des mots en anglais pour se débrouiller, mais on devrait le faire ici à Montréal aussi. On ne demande pas d'être... parfaitement fluide, mais être capable, si tu travailles dans une boutique, sois capable de me servir. Parlons des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter le déclin du français à Montréal? Bien, je pense que s'il y avait une solution, on le ferait. Mais il reste que je pense qu'on ne doit pas leur parler en anglais quand on parle français. Ouais. Ça, c'est la première affaire. Donc, chaque citoyen a une responsabilité. Oui, il y en a beaucoup qui ont comme une fierté de dire, ben moi, je parle en anglais, donc, tu sais, comme une fierté de parler en anglais. Moi, je pense que quand on est Québécois, la première fierté qu'on devrait avoir, c'est de parler en français. Et moi, je connais des immigrants qui parlent français, qui ont dû apprendre le français, qui parlaient l'espagnol. Puis ils sont fiers de parler le français. Et quand tu parles le français, ils comprennent beaucoup plus la culture québécoise aussi. Et ils font partie de notre culture québécoise. Ils comprennent les enjeux. Quand tu parles pas la langue principale, t'écoutes pas la télé où on parle la langue comme le français, moi, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Alors, c'est sûr que nos nouveaux arrivants, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent pas tant le français. Et ça, ça se peut qu'à la maison, moi, c'est sûr, si tu m'amènes vivre aux États-Unis, à la maison, je vais toujours parler le français. Mais ça se peut qu'à l'extérieur, je suis obligée de parler l'anglais. Ça, je le comprends. Mais il reste qu'on devrait toujours exiger que ce soit le français. Comment on fait ça? À quel moment on peut être plus sévère? Est-ce que c'est à l'école qu'on doit être plus sévère? Tu sais, mais moi, c'est sûr que ça m'inquiète parce que, ça, on rit beaucoup du bonjour, aïe. Mais des fois, il n'y a même pas le bonjour. Mm-hmm. C'est aïe. Et là, écoute, moi, il y a des fois, je suis à Montréal, puis je me dis, attends une minute, où est-ce que je suis? Oh, je suis vraiment à Montréal. Parce que même autour de moi, j'entends parler en anglais. Puis quand je vais à des endroits à Montréal où ça parle plus français, je suis comme, je suis bien. Puis je vais donner un exemple. Moi, je suis vraiment une folle du cinéma Beaubien depuis que j'ai 14-15 ans. Pour moi, le cinéma Beaubien représente notre culture québécoise. Ils ont vraiment des programmations, des films qu'on voit moins. Des fois, c'est des films français, mais comme l'autre fois, c'était que des films québécois. Et c'est un coin de Montréal où on parle français. Et quand je vais là, je me sens bien. Mais quand je vais où on parle en anglais, je me pose des questions et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais déjà, si tu parles français, parle toujours le français, même si tu parles anglais. Parlons d'un sujet qui est peut-être plus délicat. Vous en avez parlé, les nouveaux arrivants. Oui. Bon, disons qu'il y a 30-40% des nouveaux arrivants qui parlent pas français, parlent surtout anglais. À Montréal, c'est plus la moitié. On fait quoi avec l'immigration? Bien, moi, c'est sûr que si l'immigration, si on avait... En tout cas, moi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus en région. Les immigrants. Moi, quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, tu sais, j'en voyais pas beaucoup. Je voyais pas beaucoup d'immigrants. En fait, je me sentais immigrante à quelque part, d'arriver... c'est moi qui était comme une étrangère. Ouais. Alors que quand j'étais à Montréal, c'était pas moi l'étrangère. L'étrangère, c'est les gens qui venaient de l'étranger. Et je pense que quand on habite dans des milieux où vraiment le français est la langue, c'est parce que tu peux pas t'en sortir. Là. Je veux dire, tu peux pas aller faire ton épicerie, demander ton steak haché en anglais. Là. Tu le demandes en français, ben t'apprends c'est quoi steak haché en français. Ouais. Alors moi, je pense qu'il y en a qui veulent pas aller en région parce qu'ils ont des communautés ici. C'est sûr. Puis ça, je peux comprendre qu'on va aller dans notre communauté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, moi, je connais des communautés qui parlent pratiquement pas le français, qui vont parler l'anglais. C'est difficile parce que... Mais en même temps aussi, quand on dit essayer d'avoir plus d'immigrants qui vont en région, on peut pas avoir deux catégories de citoyens. Des citoyens qui ont juste le droit d'habiter en région. Ils peuvent arriver en région, même en ils peuvent déménager à Montréal. Mais je veux revenir sur... Mais on peut les choisir francophones, quand même. Bon, c'est ça, là. C'est de dire, il y a deux voies possibles. Le nombre d'immigrants, puis les exigences de connaissance du français. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le nombre d'immigrants,
Puis on a vu là, Justin Trudeau qui non, veut augmenter. Puis ouais. Est-ce qu'on devrait exiger la connaissance du français avant? Bien, parce que moi, Justin Trudeau, ça m'a fait vraiment peur quand il a sorti ses chiffres, parce que je me dis, bien, le Québec, dans combien d'années nous serons anglophones? Tu sais, parce que si on ne peut pas de franciser ces gens-là, on n'a pas le temps de leur... Tu sais, s'ils arrivent en très grand nombre, on n'a pas les infrastructures. Donc, forcément, l'anglais va prédominer. Et donc, on va rempirer notre situation. Mais moi, c'est sûr que je pense que de favoriser déjà une connaissance du français, mais là, qu'est-ce qu'on peut avoir de l'air à l'international? C'est ça. Puis là, il y a comme une opposition entre l'économie, les demandes des entreprises qui, évidemment, vont s'opposer à ce qu'on exige la connaissance du français. Mais en même temps, il y a l'avenir du français. Là. Donc, il y a un équilibre qui est fragile entre ce que souhaitent les entreprises puis ce qu'on doit faire pour protéger le français. Et est-ce qu'il y a des programmes, parce que vous les voyez tous passer, j'imagine, qui font en sorte que les gens apprennent mieux le français? Bien, oui, mais c'est toujours sur une base volontaire. Une fois que la personne est arrivée ici, bien, elle peut choisir de prendre des cours. Mais il reste que la question à poser, c'est de savoir, est-ce qu'avant de l'accepter, on doit exiger de réussir un test de français? C'est là-dessus, en tout cas, qu'on essaie de travailler actuellement. Mais c'est difficile de le faire, à mon avis, dans la mesure où il y a des gens qui sont nés ici qui ne passeraient pas, ce test de français-là. Ben, c'est ça. Ça dépend du niveau. Là. Il y a des niveaux 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça, mais tu sais... Mais peut-être qu'on devrait mettre au moins un niveau minimum. Mais c'est sûr que ça aiderait. Parce que déjà, il y aurait un intérêt pour la langue. Parce que si tu arrives ici, puis tu parles déjà l'anglais, puis tu parles déjà une autre langue, apprendre une troisième langue, mais pour apprendre cette langue-là, il faut que tu sentes que tu en aies besoin. Si tu as l'impression que tu peux tout faire ta vie, pourquoi tu apprendrais le français? Tu sais, je veux dire, si je vais vivre ailleurs, puis il y a 2 langues, là, puis j'en parle une des 2, pourquoi j'apprendrais la 3e? Exact. Alors, c'est ça, cette question-là. Je pense que tant qu'on va... Puis, tu sais, comment on change ça? Tu sais, c'est des questions difficiles à répondre parce que je pense que tout le monde se pose cette question-là. Là, sauf qu'on voit que démographiquement, ça augmente. Et ça va vite. Moi, j'ai de la famille, M. Legault, qui sont partis du Témiscamingue pour aller vivre à Sudbury, en Ontario. Okay. Et la 2e génération, donc mes cousins-cousines, parlent un franglais et leurs enfants parlent anglais. C'est ça. Tu sais, c'est difficile à penser, mais c'est une génération. C'est pas long. C'est pas long, je veux dire. Ils sont nés au Québec, sont déménagés, ils étaient petits, et c'est comme ça, mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc, c'est pas long. Donc, c'est ça qui fait peur aussi. Ça se perd vite, ce français-là. Donc, est-ce qu'on met des mesures coercitives? Là, ben là, ça va être la polarisation. Tu sais, c'est très difficile de s'en sortir. Puis là, ben, ça m'amène à parler des jeunes, des produits culturels qu'on leur offre en français, parce que, bon, évidemment, les jeunes vont aller consommer beaucoup de produits, que ce soit sur Netflix, Spotify. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, puis même, c'est presque cool de dire « j'écoute des choses en anglais ». Est-ce que les jeunes s'intéressent à l'avenir du français? Puis là, ben, j'ai le goût de commencer à vous parler un peu des balados, l'avenir de la télé, puis entre autres, commençons par parler de qu'est-ce qu'on offre aux jeunes. Bien, tu sais, moi, je trouve qu'il faut leur offrir plus de contenu à nos jeunes. Oui. On leur offre beaucoup de divertissement. Puis justement, ils ont accès à tout, là, tu sais, ce qui se passe à travers le monde. Ils sont chanceux aussi de ne plus avoir de barrières. Sauf que comme notre langue, nous, on est minoritaire dans un milieu anglophone et espagnol aussi, si on prend le sud de l'Amérique du Nord, on a une bataille que... c'est pas tout le monde. Tu sais, on a déjà une bataille comme minorité. Alors, une minorité dans cette immensité-là, je pense... Tu sais, les jeunes, quand on leur parle de René Lévesque, ils savent pas tant c'est qui. Ils savent pas tant c'était quoi cette bataille-là. Ils savent pas tant que... Tu sais, moi, je pense que... Donc, comment on fait pour leur présenter... Des cours d'histoire. Déjà des cours d'histoire concrets où on pourrait leur faire comprendre ce qui s'est passé au Québec dans les années 70. Qu'est-ce qu'était le Québec? Qu'est-ce qu'était le Québec avant? Qu'est-ce que le Québec est devenu? C'était quoi la Révolution tranquille? On ne peut pas reculer sur ces gains-là. Mais ça, là, c'est de l'émotion. Il faut aller chercher par l'émotion. C'est pas par...
oui, mais un jour, en 1976 puis en 1980, si on ne le ressent pas, si on ne voit pas par où sont passés les gens qui étaient là avant, ça ne nous touche pas. Quand on ne touche pas quelqu'un au cœur, ça ne deviendra jamais une cause. C'est sûr. Pour que ce soit une cause, il faut que ça... Il faut qu'on ait de l'émotion par rapport à ça. Et je trouve que présentement, on n'a pas d'émotion par rapport à notre histoire. Enfin, pas suffisant. Certainement pas chez nos jeunes. Il faudra que dans notre parcours scolaire, à un moment donné, on l'apprenne, ça. Mais je suis certain que vous avez des projets aussi, que ça soit en balado ou oui, autre, mais parce qu'il reste que, bon, qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de la télé? Qu'est-ce qui arrive avec les balados? Qu'est-ce qui va se développer comme nouveaux produits pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes? Parce que l'idée aussi, c'est de rassembler les Québécois. Pour être une nation, un peuple, faut qu'il y ait, il y a la langue, mais il y a aussi toute la culture au sens large. Donc, avez-vous des idées? On s'en va où? Bien, premièrement, là, moi, je pense qu'il faut toujours s'adresser à l'intelligence des gens. Puis moi, j'ai trouvé qu'à la télé, tu sais, quand on dit, ben nous, notre clientèle, c'est 25-54, le Québec, là, c'est pas que des 25-54. Oui, il y a ça, mais il faut s'adresser à tous. Tu sais, moi, je suis tombée dans l'univers du web, dans l'univers numérique avec mon balado. Et, tu sais, moi, je me disais... J'avais quand même une clientèle plus âgée le matin, de 60 ans, 65 ans, 70 ans. Je dis pas une clientèle âgée. Je dis plus âgée que ce que les diffuseurs voudraient. Et je me promène. Et ah oui, ouvre ton jeu, j'aime ta nouvelle émission, je suis tellement fière. Il y a une fierté de dire maintenant, moi, je suis capable de regarder. Puis je leur dis, une fois que vous arrivez dans l'univers du balado, ne vous contentez pas du mien. Il y a du contenu, il y a plein de gens qui sont rendus, bien, plein de gens. Moi, tu sais, je suis pas la première, il y avait déjà une génération avant moi, mais je crois qu'on s'en va là. Tu sais, je veux dire, on a tous une connexion Internet. Du moment où on a une connexion Internet, tout le contenu est disponible. On peut choisir le contenu, on peut choisir la durée, on peut choisir à quel moment on regarde ce contenu-là. Donc, je pense que l'univers numérique va se développer, puis c'est les diffuseurs tels qu'on les connaît qui vont changer, parce que même les diffuseurs, maintenant, produisent aussi du contenu numérique. Donc, on se prépare à ça parce que il y a tellement plus de barrières. Les jeunes n'en veulent tellement pas. Si on veut les garder, il faut faire du contenu qui n'a pas de barrières, mais il faut continuer. Tu sais, faut pas tomber dans le jeu parce que le numérique, ça peut être diffusé partout dans le monde. Il faut continuer à parler de notre Québec. Il faut continuer à parler de nos valeurs. Il faut... Tu sais, moi, mes invités racontent beaucoup leur vie, Et l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est quelqu'un qui est dans le domaine des médias, qui m'a écrit « J'écoute tes podcasts, balado, on comprend que c'est la même chose. J'écoute tes podcasts et j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'apprends une page d'histoire. Quand Jeannette Bertrand est venue... Elle racontait c'était quoi faire une fausse couche à l'époque, à quel point c'était, fais-toi-en un autre, bébé. Tu sais, on n'avait pas de recul. La place de la femme, quand on l'entend, quand les jeunes entendent ça, ils disent, OK, ça n'a pas toujours été comme c'est présentement. Il y a des femmes avant nous qui ont été des guerrières, des femmes avant nous qui ont fait valoir nos droits. On n'a pas le droit de céder. Il faut continuer. Puis là, je parle des femmes, mais ça peut être dans beaucoup d'autres sphères. Mais il faut continuer de faire parler les gens. C'est à travers les gens qu'on apprend l'histoire. Donc, il faut avoir de la place pour faire des entrevues. Et moi, c'est ça que ça me sert. Puis en plus, moi, il n'y a pas de temps. Ça peut durer 2 heures, 3 heures, on s'en fout. Mais moi, j'ai envie d'entendre les histoires des autres. Mais c'est ça. Là, je vous entendais aussi dire, on a parlé des jeunes, mais il y a un peu d'agisme aussi dans les diffuseurs qui recherchent une certaine clientèle, entre guillemets, payante. Pour les publicités, pour ceux qui placent la publicité, c'est ça. Mais effectivement, est-ce que dans la télé, puis peut-être ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas trop d'agisme où on se débarrasse trop rapidement des gens qui vieillissent? Puis il faut les rejoindre aussi, ces personnes-là. Puis on parle de 50, 60, 70 ans, mais c'est ça, il faut être prudent parce qu'il y a un peu d'agisme. Il y a plein de problèmes là-dedans parce que c'est quoi notre société? Notre société, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des gens qui ont des identités, des orientations sexuelles différentes. C'est ça qu'il faut qu'on monte à la télé. Pour moi, la télé, c'est qui on est. Puis, tu sais, c'est quand même une porte importante, une porte qui s'ouvre sur notre milieu culturel. C'est pas banal. La radio, la télé, parce que tu ouvres ta télé, tu sais, t'as même pas à chercher rien, c'est important. Puis je me dis,
ça prend pas nécessairement un jeune pour parler à un jeune. Ça prend quelqu'un qui a du contenu, quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et ça n'a pas d'âge. Alors moi, je pense que les publicistes... Puis moi, il y a des publicitaires qui m'ont appelé quand j'ai dit, tu sais, on est beaucoup pour faire en sorte que la représentativité, tout le monde soit représenté, mais on dirait qu'on a oublié que l'âge. On a oublié, quand on veut intégrer tout le monde, on a oublié l'âge. On a pensé au sexe, aux orientations sexuelles, mais pas l'âge. Ouais. Et pour moi, c'est fondamental. C'est l'expérience qu'on met de l'avant. Et il y a des publicitaires qui m'appelaient pour me dire, en fait, ça devrait plus être des 25-54, c'est des 35-64 maintenant, parce que nos jeunes ont moins d'argent. Ils achètent, ils consomment moins, et les publicitaires, ils veulent des gens qui consomment, mais la télé dit, nous, on est encore à 25-54. Et c'est pour ça que moi, je l'ai dit haut et fort, parce qu'on ne peut pas comme... Pour moi, c'est une bataille à mener encore. Comme les autres l'ont fait, il y a eu d'autres batailles avant, on ne peut pas laisser passer ça, parce que nous deux, ça veut dire que... Puis tu sais, un premier ministre, ça veut dire quoi qu'on pourrait plus être premier ministre à 54 ans si on peut plus faire de la télé à cet âge-là? Ça n'a aucun sens. Ce qu'on veut, c'est avoir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a un recul. Quand on a déjà vu quelque chose, on réagit différemment, on réagit mieux. Et c'est mêlé tout ça, c'est mêlé... Comme ici, je regarde votre équipe, il y en a de tous les âges. Et ça, c'est une richesse culturelle. En parlant de mon équipe, moi, mon équipe dit qu'il ne faut pas que mes balados soient plus que 20, ah oui, puis là, moi, je suis 25 minutes. Désolé. Non, c'est moi. On c'est doit moi parce à 2 heures. que moi, je continuerai pendant des heures. Dernière question, une question que je pose à tout le monde. C'est quoi le dernier bon livre que vous avez lu, Marie-Claude? C'est La vie de ma mère de Nathalie Petrovski. OK. Nathalie Petrovski... Qui vient juste de sortir ça. Oui, là, elle vient juste de sortir ça. Sa mère, Minou, qu'on connaissait au Québec, qui était une femme qui venait du sud de la France, est décédée en plein cœur de la pandémie. Là. Tu sais, elle allait la voir au CHSLD avec son masque et tout ça. Et c'est vraiment universel, le thème en relation, entre autres, mère-fille. Moi, c'est venu me chercher énormément. On n'a pas nécessairement une relation toujours idéal aussi, parce que... Il y a de la friction. Sa mère, à Nathalie Minou Petrovski, était un peu spéciale. Peut-être pas, c'était pas une mère maternelle qui s'occupe des enfants, puis elle s'amusait, elle sortait avec des hommes plus jeunes, mais en même temps, ça reste ta mère. Mais ça reste ta mère. Ouais. Et elle a fait cet exercice-là d'écrire sur sa mère. Puis c'est... Moi, dès les 3 premières pages... J'étais déjà dans une grande émotion, puis elle l'a fait pour elle. Et je trouve que on connaît le personnage aussi, qui est Nathalie Petrovski. Alors, de voir d'où elle vient, comment elle a grandi, quel type d'attachement elle a eu avec sa mère, on dirait que on la comprend davantage. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Marie-Claude Barrette, merci infiniment. C'était passionnant, puis on aurait pu faire des heures, effectivement. On dirait que j'ai pas de réponse, mais dans le fond, moi, je suis pas première ministre. Moi, j'ai le droit de pas avoir de réponse. Il y a plein de réponses dans ce que vous avez dit. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci. Merci.